Épisode numéro 13 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous, merci d'être là, que ce soit ceux qui nous écoutent en live le jeudi soir sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, ou que ce soit ceux qui nous écoutent en enregistrement de format podcast habituel sur toutes les bonnes plateformes. Merci d'être là avec moi, Charles-Alexis Brisebois, et avec Sébastien Berroir. Mon cher Sébastien, comment vas-tu? Il fait beau, on a du gros baseball, ça va bien. Puis toi? Ça va bien. Écoute, t'as dit on a du gros baseball, je présume que t'as pas regardé les Blue Jays. Je parlais en général, là. Ah, OK, ben, on a du gros baseball Oui, d'abord. c'est ça. Tu peux dire, j'ai regardé les Phillies. Hey, les Phillies, là, au moment où on enregistre, 29 victoires à leurs 35 derniers matchs. Ça, là, j'ai calculé, puis dans le fond, ça m'a dit c'est bon. Ben, aux dernières nouvelles, je pense que oui. Ça fait changement de leur départ de là, une couple de saison quand ça Oui. allait super mal, qu'ils avaient changé leur Ouais. gérant. Là, vraiment, là, tout va bien à Philadelphie. Mhm. C'est vrai qu'ils ont le calendrier le plus facile du baseball majeur jusqu'à maintenant, mais Mhm. ils ont gagné ces matchs-là. On ne peut pas leur Oui. enlever. Ils ont gagné contre des équipes de la MLB, donc leur fiche est légitime. Mais c'est ça qui me fait rire un peu de, tu sais, de sortir l'argument, oui, mais ils n'ont pas affronté des grosses équipes, puis je comprends, puis c'est sûr que c'est un facteur. Ceci étant dit, on le savait là, qu'ils évoluaient dans une division qui comprenait les Mets, puis je pense que j'espère qu'il n'y a personne ici qui est placé en séries éliminatoires. On savait qu'il y avait les Marlins qui ont abandonné le 4 mai à peu près. On savait Je bon, il y pensais que avait tu allais dire les le 4 Nationals. avril. Ouais, c'est ça. On savait qu'il y avait les Nationals, puis ils n'ont pas le droit de s'affronter. Fait qu'il y a à peu près juste les Braves, puis on a coupé les rivaux de division pour faire en sorte qu'ils doivent affronter tout le monde. Fait que tu remplaces les duels contre les Braves, puis tu les remplaces contre des duels contre les Aces, puis les White Sox, puis les Blue Jays, puis des clubs comme ça de l'américaine qui ne performent pas. Ben oui, ça se peut qu'ils affrontent des clubs moins bons qu'eux, s'ils sont meilleurs que tout le monde. Mais non, écoute, belle machine de baseball quand même, là, Ouais. les Phillies de Philadelphie. Avais-tu ça, toi, sur ta carte de bingo, Rangers Suarez qui s'invite dans la course au Cy Young après le quart de la saison? Non, du tout, du tout. Puis il n'est pas Non, tout ouais. seul, là. Ils ont un trio de partants incroyables, là. Tu sais, tu prends cette équipe-là qui, là, performe en saison, mais tu l'amènes en séries éliminatoires avec l'expérience puis avec ces lanceurs-là. Tu peux faire un Mhm. méchant bon bout de chemin, là. Ouais, puis tu rajoutes un Dave Dombrowski qui va bouger parce que c'est Dave Dombrowski, fait que ce club-là risque de s'améliorer là, d'ici la fin. Ouais, ouais. Non, ça va être c'est quand même une belle équipe là, à suivre. Je voulais commencer en parlant un petit peu d'eux quand même parce que c'est pas toujours tout rose, ça, sur quoi on va parler. Je voulais commencer avec du positif. On finira avec du positif, Sébastien, comme ça, ce sera la technique sandwich, sauf qu'il Oui. va y avoir quand même beaucoup de viande au début parce que du mauvais chez les Blue Jays de Toronto, il y en a. Puis si je me fie aux dernières semaines, on avait des auditeurs qui nous écrivaient en live et qui étaient très passionné par rapport aux Blue Jays. Donc, on vous invite à continuer de nous réécrire. N'hésitez pas à venir vous défouler là, sur les Blue Jays là, dans la section commentaires. Donc, allons-y, Sébastien, avec notre bloc sur les Blue Jays de Toronto. On va passer de Dave Dombrowski à Ross Atkins. Okay, Blue Jays, let's play ball. Cette semaine, chez les Blue Jays de Toronto, ça s'est, écoute, super bien passé. Il n'y a rien de négatif à noter, surtout pas la conférence de presse de Ross Atkins. T'en as glissé un petit mot, là, c'est pas exactement un dirigeant de la trempe d'un Dave Dombrowski là, qui n'ont pas exactement la même feuille de route. Conférence de presse samedi, à quelques heures d'un match, un jour férié au Canada comme ça. Probablement que les Blue Jays se sont dit hey, on va essayer qu'il n'y ait pas trop de monde à la conférence de presse. Non, non, si le DG sort dans ces conditions-là, là, c'est quasiment comme si les journalistes qui étaient attitrés à la couverture du club attendaient cette conférence de presse-là, de presse-là. Et puis, il y a des questions comme ça qui se sont posées, comme où c'est que ça s'en va, ce maudit club-là. Puis finalement, Ross Atkins, il n'a pas dit grand-chose. Hein? Pour vrai, là, à part George Springer, en disant George Springer doit en donner plus. Est-ce qu'il y a un joueur qui s'est vraiment senti visé dans cette conférence de presse-là? Non, du tout. Mais quelle perte de temps, cette conférence de presse-là. On n'a rien appris. On nous a Non. sorti la cassette habituelle, que ça s'en vient, que les joueurs vont trouver l'horaire d'aller, que John Schneider fait le travail. C'est la même chose depuis quelques mois. Depuis l'an dernier, on nous ramène la même chose de la tête de l'organisation jusqu'en bas. Après les matchs, c'est la même chose. Schneider fait le même genre de déclaration. Donc, on n'a rien appris de nouveau. Puis oui, Ross Atkins a réitéré sa confiance envers son gérant, mais est-ce que c'était le baiser de la mort?
on le saura peut-être très bientôt. Moi, j'ai l'impression que oui, là, tu sais, un gérant qui a ces performances-là, puis que tu dis que tout est extraordinaire, puis qu'il prend des bonnes décisions sur le terrain, puis que la communication avec les joueurs était bonne. Ouais, demande si elle était bonne à José Berrios là, en octobre passé, sa communication. Tu sais, je pense que. Bref, j'ai l'impression que Ross Atkins, là, qui est clairement pas présentement le DG qui a le plus de chances de gagner le titre de DG de l'année, là, on va dire ça comme ça en d'autres mots. Je pense pas qu'il y a une grande cote de popularité présentement. Moi, j'ai le sentiment que tu sais, on parlait de John Schneider, s'il décide de tasser le gérant comme ça, à un moment donné, ça va remonter à lui de dire, OK, tu as essayé de gagner avec Charlie Montoyo, ça n'a pas fonctionné, tu as essayé de gagner avec John Schneider, puis là, tu tires un constat d'échec. À un moment donné, est-ce que le problème est au deuxième étage? Puis c'est une question qu'on se pose de plus en plus de la part d'un front office qui est de plus en plus sur le neutre en ce moment. Puis on dirait que pour moi, tu me diras ce que tu en penses. Un des meilleurs exemples, on en parle une fois de temps en temps au podcast, mais c'est Aurelvis Martinez. Tu sais, il l'a dit durant sa conférence de presse. Ouais, Martinez, il frappe super bien. On a des gars qui vont bien en bas, mais il n'y a pas de place pour eux parce que là, défensivement, ce serait difficile. Puis je comprends, là, c'est important la défensive, on s'entend là-dessus, là, mais à quel prix? Tu sais, tu as besoin d'offensive dans ce club-là. Tu as Elvis Martinez, est-ce qu'il est parfait au deuxième but? Non. Est-ce qu'il va être parfait dans 1 an et demi? La réponse est non. À un moment donné, il faut que tu prennes la place, faut que tu lui donnes la place qu'il mérite aussi. Puis, sinon, fais-le jouer un peu comme frappeur de choix. Fais-y sauter des matchs une fois de temps en temps. Puis change ta structure au lieu de dire, ben ouais, mais le poste qu'il y aurait disponible, vous le voyez, Daniel Vogelbach, il joue pas beaucoup. Ben oui, mais mets un Nick Clement un peu plus sur le banc, puis mets Kevin Bijon un peu plus sur le banc, puis mets IKF un peu plus sur le banc. Mets Justin Turner qui roule pas pantoute au mois de mai. On n'en parle pas, mais il roule pas, Justin Turner. Mais ces gars-là un petit peu plus souvent sur le banc, puis donne l'opportunité à ceux qui fonctionnent d'avoir leur place au lieu de dire ah ouais, mais là, ça va être difficile. Puis là, 3 jours avant, on le tasse au troisième but, puis on dit ouais, il faut qu'il s'habitue à une nouvelle position. Ouais, si tu le tasses de position toutes les 6 semaines, là, ça se peut qu'il ne s'habitue pas. Là. Ben, c'est ça. Puis comment tu peux dire que présentement, il n'y a pas de place dans cet alignement-là? Ça se peut pas. Il y a zéro attaque chez les Blue Jays. On a explosé dans un match contre les White Sox, puis on s'excite. L'attaque est en train de prendre son air d'aller. Au moment où est-ce qu'on enregistre, ils mènent 1-0 contre les Tigers. Tantôt, on était rendu en 6e manche. Wow, l'attaque marche bien. Il n'y a vraiment pas de place pour Aurelvis Martinez. Ça fait aucun sens. C'est incroyable. Puis est-ce que David Schneider, c'est une merveille en défensive? Loin de là. Est-ce qu'un Nick Clement, oui, il fait le travail. IKF fait le travail également en défensive, mais IKF ne peut pas être un joueur régulier. Donc, de dire que Martinez n'aurait pas sa place dans cette formation-là, autant au bâton qu'en défensive, ça fait aucun sens. C'est un club qui ne veut pas s'améliorer. Tu sais, David Gosselin qui nous dit ici les Jays sont inactifs depuis trop longtemps. Pourquoi les autres clubs bougent, mais pas Toronto? Puis c'est vrai ce commentaire-là, David, parce que tu sais, bouger, ça ne veut pas nécessairement dire effectuer des transactions. Oui, ça peut le dire ou ça peut vouloir le dire aussi, mais ça veut dire être un club 3 qui fonctionne bien. Puis Ross Atkins, il l'a dit, on en a des gars qui fonctionnent à Buffalo en ce moment. Mais la solution est simple, là, parce qu'à un moment donné, là, Daniel Vogelbach, là, c'est pas. D'ailleurs, là, petite parenthèse sur Daniel Vogelbach, OK? On enregistre jeudi soir. L'alignement du jeudi, Sébastien, je ne sais pas si tu l'as vu. Il y a Daniel Vogelbach qui joue parce que Turner a une journée de congé. Il frappe au rang où Turner frappe dans les derniers jours, c'est-à-dire au 5e rang. Et parce que les rangs 1-2 sont à David Schneider et à Danny Jansen et que tu veux garder ton 3-4-5-6 pour tes vedettes qui ne fonctionnent pas, pour Bichette, pour Guerrero, pour Springer, puis pour un gars comme Justin Turner, Dalton Varsho frappe 7, ce qui est bas, mais à la limite, ça se défend. Là, Vogelbach, qui est aussi gaucher que Dalton Varsho, la dernière fois que j'ai regardé, les deux jouent. Tu as Vogelbach qui frappe 5, puis tu as Dalton Varsho qui frappe 7. Plus moi ou, tu sais, Schneider, il sait-tu qu'il a le droit à plusieurs manipulations d'alignement? Tu sais, c'est pas juste tu remplaces un gars qui prend exactement sa place. C'est pas on dirait que c'est toutes des petites décisions comme ça que tu te dis, mais tu t'aides pas. Non, tu t'aides pas. Mais là encore là, on va revenir à ce qu'on dit souvent. Est-ce que c'est le département des petits génies qui prend les décisions pour l'alignement de départ? Est-ce que Schneider est dédouané de cette façon-là parce que c'est justement le département de l'analytique qui a décidé que Vogelbach, c'était mieux de le mettre au 5e rang, comme
On sait tous que c'est mieux que Vladimir frappe devant Beau Bichette, là. C'est Ouais, évident pour tout le monde, puis on a vu les sûr. résultats sur le terrain. C'est Mhm, clair comme de l'eau de roche. mhm. Il y a plein de choses chez les Blue Jays qui ne fonctionnent pas, puis ça en fait partie. Il y a des non-sens, puis on dirait qu'on revient avec la même chose en pensant qu'on va avoir un résultat différent. Mhm. L'expérience Daniel Vogelbach, là, c'est assez. C'est assez. On a fait le tour. On n'en a pas besoin d'un joueur comme ça. On en a Non. déjà assez des frappeurs de choix dans ce club-là. Puis à la limite, ramenez-le, Martinez, puis utilisez-le comme tu as mentionné, comme frappeur de choix. Si vous trouvez que la Ouais. défensive fait défaut, ben, ça pourrait être Mhm. une solution parce que tout le monde frappe plus que Vogelbach, puis tout le monde court plus que Vogelbach. Donc, Oui, il y a ça. des solutions à l'interne, tu l'as mentionné, puis il y a des solutions à l'externe. Le commentaire qu'on avait, qu'on reste inactif, les Padres de San Diego sont allés chercher Luis Arraez, et Luis Mhm. Arraez est en train de changer la saison des Padres de San Diego. On a Ouais. complètement changé le vent de côté depuis son arrivée. Donc, un joueur qui remplit un rôle dont on a besoin peut changer un alignement de frappeur. Imaginez un Luis Arraez dans l'alignement des Blue Jays qui donne le ton, puis là, ensuite, on peut y aller avec les vedettes qui peut-être, là, vont plus marcher parce qu'on a justement le ton dans cet alignement de frappeur. Sais-tu ce qui est intéressant aussi avec un gars comme Luis Arraez? L'exemple est bon parce que un gars comme Luis Arraez, les Padres sont allés le chercher alors qu'il n'en avait pas besoin. Ils ne savaient pas trop où le mettre. Ils l'ont mis comme frappeur de choix par la force des choses. Puis là, éventuellement, Arraez, il a pris la place à temps plein au deuxième coussin parce que Bogart s'est blessé. Imagine si la transaction avait été effectuée après la blessure de Xander Bogart. Je te l'annonce, c'est pas le même prix que tu demandes que les Marlins de Miami te demandent parce que là, il y a un besoin. À Toronto, il n'y en avait pas nécessairement. Ben oui, on savait qu'il y avait un besoin parce qu'on voyait les trous, mais il n'y en avait pas plus qu'au début du camp d'entraînement ou quoi que ce soit. Là, en raison des problèmes de l'équipe, si jamais le club décide d'aller dans cette direction-là, c'est là que ça devient plus compliqué, puis c'est là que ça peut devenir plus chérant. Parce que si demain matin, là, Ross Atkins appelle un de ses homologues ailleurs dans le baseball majeur, le prix n'est pas le même que si les Yankees de New York ou les Phillies de Philadelphie ou nomme-moi la puissance que tu voudras, les Dodgers de Los Angeles, que si un de ces clubs-là appelle pour avoir du renfort parce que tu le sais que Toronto est dans le trou. Exactement. Puis tu avais la chance justement de bouger à un moment où le prix était pas astronomique. Le prix qu'on a payé pour Luis Arraez, là, c'est pas. Tu sais, oui, on a donné quelques bons espoirs, mais peut-être qu'aucun d'entre eux vont se rendre au baseball majeur. Puis là, Arraez, il y a un impact dès maintenant dans son équipe. Donc, encore une fois, les Blue Jays ont raté le bateau. Puis là, ça va être de plus en plus difficile de combler les lacunes qu'on a, mais c'est les mêmes lacunes qu'on avait à la fin de la dernière saison qu'on aurait pu adresser durant la saison morte aussi. On a David là, qui nous mentionne ici que pour faire son alignement, Schneider sort des noms de son chapeau, puis ça finit à peu près là. J'avoue que c'est une théorie qui se tient. J'aimerais ça être dans le Simon, bureau. J'aimerais ça être dans le bureau quand ils font le line-up de départ, mhm, voir c'est quoi les discussions qui font que justement un Daniel Vogelbach frappe devant Dalton Varsho. ouais. Je- C'est- Oui, parce qu'il n'y a pas d'explication. Non, c'est ça. Il y a Simon ici qui nous mentionne que pendant ce temps-là, il y a juste 8 points produits de moins que George Springer au compteur depuis le début de la saison. Springer qui au moins est descendu dans l'alignement. Là, on verra si ça va finir par le relancer. Là, mais en tout cas, c'est pas une très grande saison. On dirait que ces deux premières saisons, il était blessé comme la moitié du temps, mais au moins quand il était là, il roulait. Là, il est ordinaire 162 matchs par année. Je pense que je l'aimais mieux dominant 80 matchs par année puis blessé pendant l'autre 80 que la version qu'on a là présentement. Là, depuis qu'il est au champ droit, là, c'est pas le même voltigeur. Ben, il ne rajeunit pas Euh, non plus. Puis peut-être que, tu sais, on dit oui, il est en santé, mais il y a peut-être une blessure tu sais, qui traîne depuis quelques temps aussi. Là. absolument. C'est un gars qui a été propice aux blessures en plus, là, fait que Ouais. c'est très possible. Mais écoute, c'est pas grave, Sébastien, parce que comme nous l'a dit Alexandre, le retour du veston des circuits va raviver les troupes. Hey, ça, là, je l'attendais plus. Puis, tu sais, j'ai lu en plus que, tu sais, ça peut avoir l'air niaiseux comme exemple parce que c'est juste un veston, là, mais il était prêt depuis le début de l'année, le veston. Puis, il était dans le vestiaire de Vlad. Puis, il savait pas trop quand le sortir. Puis, finalement, les Blue Jays ont décidé que c'est mercredi soir qu'elle allait le sortir. Pourquoi il y avait une célébration comme ça qui attendait? Pourquoi ils l'ont juste pas sorti pour essayer de donner du pep à cette équipe-là? Tu sais, qu'il y en avait quand il y avait ce veston-là. Les gars aimaient ça, le veston. En 2023, là, Guerrero, il a passé son année à faire semblant de mettre le veston parce qu'il s'ennuyait du veston. À un moment donné,
ça se peut que tu doives écouter tes gars, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Là, je te dis pas de leur confier les règnes de l'équipe au complet, là, ça prend quand même un gérant, mais sur des aspects plus insignifiants, puis je le dis entre guillemets, comme ça, comme un veston, à un moment donné, écoute ton vestiaire. Là. Ouais, tu n'as rien à perdre. Tu absolument rien à Ouais. perdre. Tu es dans le trouble. Donc, pourquoi pas essayer quelque chose qui, justement, satisfait les joueurs? Mais ça revient à quand on a échangé Théoscar, Lourdes, Gouriel. On trouvait qu'il y avait un petit peu trop de plaisir dans ce vestiaire-là. À certains égards, c'est vrai que peut-être à quelques occasions, on allait un petit peu trop loin. Mais là, on est allé à l'autre extrême, puis probablement que ça a des effets négatifs aussi. Donc, de le ramener, ça peut juste avoir des effets positifs. Puis si au Minnesota, une saucisse a pu changer la saison des Twins, pourquoi pas un veston à Toronto? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, en plus, c'est les Blue Jays qui avaient parti la mode d'avoir Ouais. une célébration cool. C'était en 2021, 2022, je me souviens pas. Puis après ça, toutes les équipes ont embarqué. Puis il y a des équipes qui ont des célébrations. Tu sais, je pense à la hausse des circuits des Orioles de Baltimore. Tu as parlé de la saucisse. Il y en a plein comme ça. Toutes les équipes ont leur célébration. Puis les Blue Jays ont dit non, nous maintenant, on va célébrer les bonnes courses sur les sentiers. Puis ils ont gâché Daniel Vogelbach. Fait Oui, que, c'est ça. Mais vous voulez être sûr de ne pas avoir de célébration. Là. ouais, c'est ça. David qui nous mentionne en fin de semaine, en écoutant les Jays, on disait que les Diamondbacks exigeaient un des trois receveurs dans le deal de Dalton Varsho, soit Danny Jensen, soit Leandro Kirk ou soit Gabriel Moreno. Atkins a mal choisi. Je me demande jusqu'à quel point vraiment c'était un choix complètement ouvert. C'est sûr que Kirk venait de connaître une bonne saison. Puis surtout, je pense qu'un des facteurs à ce moment-là, c'est qu'on se disait, ben, est-ce que Moreno est capable d'être un receveur numéro 1 dès maintenant pour une équipe de série? Bon, il a prouvé que oui. Hein, ça a fonctionné quand même avec les Diamondbacks jusqu'en série mondiale. Moi, j'ai l'impression que ça a été un des facteurs, mais c'est inacceptable si tu as ce choix-là vraiment, d'échanger un receveur de franchise. Tu le vois comment des receveurs, ça change tout. À la seconde où Adley Rutschman est arrivé, ça a transformé les Orioles. Même si on parle de Gunnar Anderson, même si on parle de Colton Cowser, même si on parle de Jackson Holliday, peu importe. Là, Holliday pas dans le baseball majeur, mais c'est le receveur qui change tout. Là, ça a été les années de Buster Posey. Les Cardinals, ils ne savent plus comment exister depuis qu'Yadier Molina est à la retraite. Puis tu échanges comme ça un jeune receveur d'avenir. C'est une grosse tâche qui va rester à jamais à son dossier, là, si on s'entend là-dessus. Ah, ça fait extrêmement mal. Je ne suis pas sûr que les trois receveurs avaient la même valeur dans cet échange-là Non. si jamais les Diamondbacks voulaient un des trois. Par contre, on avait un Alejandro Kirk qui connaissait la meilleure saison de sa carrière, qui était au plus haut de sa valeur. On le savait qu'il n'allait pas répéter ses exploits. C'était sûr et certain. Mais pourquoi ne pas en profiter pour justement l'échanger puis d'avoir un Danny Jensen et un Moreno? Ce serait tout un duo de receveurs. Là. Puis on pourrait séparer la charge de travail comme on le fait présentement avec Kirk, mais ce serait beaucoup mieux que justement avec Kirk qui frappe pour 0,77. On s'entend, on s'entend. Puis comme David le disait, tu sais, Kirk, il est pas en shape comme ça, c'était un ralentissement qui était prévisible. Là. Il n'y a pas une shape de receveur. Danny Jensen est un bien meilleur receveur, puis je parle même pas de son coup de bâton qui est en ce moment meilleur OPS que Karen Judge en ce moment, hein, Danny Jensen. Je sais que tu vas me dire qu'il joue pas à tous les matchs puis qu'il a été blessé et tout et tout. Je comprends. Il y a quand même un meilleur OPS que. Non, non, les chiffres sont là. On ne peut pas y enlever. Exactement. Question intéressante ici de Patrick qui nous dit dans le futur, les Jays ont-ils des prospects de grande qualité? Il y en a quelques-uns, mais il y en a de moins en moins des espoirs parce que c'est sûr que si il y avait, mettons, des gars comme Gabriel Moreno qui ont été échangés dans une transaction pour Dalton Varsho. Il y a eu des transactions qui ont été effectuées dans les dernières années. Tu sais, vite comme ça, un Matt Chapman aussi qui a été échangé. Ça a coûté des espoirs. Donc, il y en a de moins en moins, puis il y en a d'autres qui ont tout simplement gradué. Les deux gros noms que je vois en ce moment qui peuvent vraiment faire une différence, c'est Ricky Tiedemann, mais son problème, c'est qu'il est toujours blessé. C'est le cas en ce moment. S'il était en santé, ça ferait probablement déjà une vingtaine de départs qu'il y aurait dans le baseball majeur. Une dizaine l'an passé, une dizaine cette saison. Il y a lui, il y a Elvis Martinez aussi. Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est un peu pour ça aussi, Sébastien, que ça commence de plus en plus à parler potentiellement de ben écoute, si la recette actuelle ne fonctionne pas, est-ce que des gars comme Vladimir Guerrero Jr. et Beau Bichette peuvent être échangés? C'est un discours qu'on tenait. Je me souviens de Scott Mitchell, excusez, le journaliste de TSN qui avait dit durant l'hiver, je ne tomberai pas en bas de ma chaise
si un jour Bo Bichette est échangé par les Blue Jays. On savait qu'il commençait à avoir des tractations à ce niveau-là, mais là, cette semaine, avec le texte de Mark Feinsand, le journaliste du site de la MLB, qui dit qu'il y a des discussions avec Guerrero Bichette. Présentement, le prix est exorbitant, comme on s'en doute, puis comme ça se doit de l'être, mais il y a des discussions. Puis on pense qu'il y a vraiment une possibilité que si ça continue, ces gars-là soient échangés. Là, on dirait que cette semaine, c'est passé à un autre niveau de se dire OK, ces gars-là pourraient vraiment finir par être échangés par les Blue Jays. Là, Oui, puis le fait qu'on n'ait pas beaucoup de prospects dans le système de filiales qui s'en viennent, mais ça fait que la fenêtre est vraiment très, très restreinte. Puis présentement, on ne fait pas le travail au niveau des majeurs. Donc là, on a des décisions à prendre. C'est ça qui va nous pousser à peut-être échanger Bo Bichette ou Vladimir Guerrero, ou les deux peut-être, si on décide que on doit reconstruire. Parce que si on échange ces deux vedettes-là, les deux visages de la franchise, bien, ça veut dire qu'on abandonne puis qu'on se lance dans une reconstruction, puis elle risque d'être longue parce qu'on vient de le mentionner. Il n'y a pas beaucoup de prospects qui poussent, qui pourraient prendre les rênes de cette équipe-là dans les prochaines années. Donc, ça va être à suivre, mais les Jays ne peuvent pas se tromper. Si on échange Bo Bichette et ou Vladimir Guerrero dès cette année, avec 1 an et demi encore avant qu'ils deviennent joueurs autonomes, on ne peut pas se tromper. Les joueurs qu'on va aller chercher, ça va être des top prospects, puis des joueurs qui sont déjà établis dans le baseball majeur, qui vont nous permettre de gagner un petit peu plus tard. Mais tu ne peux pas te permettre d'aller chercher des suspects, puis d'y aller avec la quantité au lieu de la qualité. Tu dois avoir un bon retour pour ces deux gars-là. On s'entend, c'est pas, ce ne sera pas un job simple. Puis il y a David aussi qui a mis le doigt sur le bobo. Si Bo ou Vlad quittent, cette tâche ne doit pas revenir à Ross Atkins et Mark Shapiro, qui sont DG et présidents de l'équipe. Ils ont essayé de reconstruire à leur façon, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'à un certain point, oui, il va falloir penser à ces questions-là. Mais c'est pour ça que ça doit être tough en ce moment. C'est que c'était pas un scénario qui était, j'ai envie de dire, crédible en début de saison sur la table. Tu sais, tout le monde plaçait les Blue Jays en série ou à un match ou deux des séries. On s'attendait à ce que ce soit un club qui se batte tout le long. Là, tu te places dans cette position-là de dire est-ce que je fais des grosses transactions? Est-ce que je fais des plus petites transactions? Parce que, tu sais, ça pourrait être des Yimi Garcia, puis des Kevin Kiermaier, puis des Yusei Kikuchi, puis des Justin Turner, puis des Danny Jansen, tu sais, ces gars-là qui deviennent agents libres, les joueurs de location purs et durs. Mais ça pourrait être aussi des plus grosses décisions comme les Jordan Romano, comme les Guerrero, comme les Bichette. Mais là, après ça, si tu échanges tout ça, est-ce que tu gardes ton gérant? Puis est-ce que justement, c'est le même DG qui fait ces transactions-là? Fait que chez Rogers, en ce moment, on doit se dire, OK, c'est vraiment des plus grosses questions qu'on pensait qu'ils sont en train de se poser. Puis ça commence à monter de façon assez exponentielle. Là. Tu sais, je pense à un texte que tu as fait le jeudi matin là, sur le patient MLB qui relatait un petit peu ces rumeurs-là qui tournaient alentour de Guerrero puis Bichette, puis Jim Bowden qui travaille pour The Athletic puis qui est un ancien DG dans le baseball qui commence à soulever des propositions concrètes pour échanger les deux gars. Là, c'est là que tu te dis, OK, ben, si on commence à en parler de plus en plus, c'est que c'est un reflet aussi du fait que ça jase dans les bureaux de la MLB parce que Jim Bowden, il a encore ses entrées dans le baseball majeur. Oui, souvent, quand ça se rend à ces gars-là, des Jim Bowden, John Heyman, c'est qu'il y a des discussions derrière. Ouais. Ils ne vont pas se lancer dans quelque chose qui sort un petit peu de nulle part. T'sais, ils ont fait leur recherche, ils ont entendu des choses. Donc, comme tu mentionnes, c'est que ça se jase. Puis c'est normal parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir prendre une décision. Puis Ouais. ça se peut qu'il y ait des bons fits, des équipes qui ont un besoin à ces positions-là, qui sont prêts à payer, qui veulent remporter la Série mondiale. On pense aux Dodgers de Los Angeles. On a Mookie Betts à l'arrêt-course. C'est vraiment pas une situation idéale. Puis lui-même va être le premier à l'avouer. C'est pas sa position de prédilection. Il va pas en rajeunissant lui non plus. Donc, d'aller chercher peut-être un beau Bichette à l'arrêt-court qu'on va placer dans un alignement de frappeurs où la pression ne sera pas sur Beau Bichette. Il pourrait amener beaucoup plus avec les Dodgers qui amènent présentement avec les Blue Jays. Puis même chose pour un Vladimir Guerrero. Les Astros de Houston, qui on les pensait sortis de la course, sont seulement à 4 matchs et demi de la tête de leur division parce que c'est une division qui est plus faible depuis le début de la saison. On a un énorme trou au premier coussin. Oui, José Brio devrait revenir dans le baseball majeur, mais est-ce que c'est vraiment la solution à long terme? Je ne crois pas. Donc, on pourrait aussi profiter du fait que c'est peut-être la dernière année d'Alec Bregman au 3e but pour essayer de gagner un dernier championnat, ou au moins faire un bon bout de chemin. Donc, on va avoir des possibilités du côté des Blue Jays, mais comme on l'a dit tantôt, il ne va pas falloir se tromper.
La proposition là, qui était sortie dans le texte de The Athletic pour Beau Bichette, tu sais, j'en ai vu passer là, beaucoup là, dans les dernières semaines. Celle de Jim Bowden, c'est une des seules que j'ai faites. Tu sais, ça, tu vois, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être considéré. Ça commençait avec le lanceur Gavin Stone du côté des Dodgers, qui est un excellent jeune. Ça continuait avec Gavin Lux, qui est un joueur de milieu d'avant-champ. Il peut pas jouer à la réco, puis c'est la raison pour laquelle c'est Mookie Betts qui le fait cette saison. Mais il vient quand même remplacer un bâton. Puis tu as un jeune receveur aussi qui s'appelle Dalton Rushing qui pourrait s'ajouter. Tu sais, une situation comme celle-là, tu dis, OK, ça comblerait un besoin derrière le marbre. On ne pensait pas que c'était une situation, tu sais, à Toronto avec le surplus qu'il y avait. Mais avec Kirk qui avance pas, puis avec Danny Jensen qui pourrait devenir agent libre, c'en est une chose. Tu échanges Bishop, tu remplaces par un bâton. Tu vas chercher un jeune lanceur. Tu sais, c'est des possibilités comme ça que les Blue Jays doivent commencer à regarder parce que tu es à ce point-là. Tu sais, quand tu subis des défaites comme ça, puis que tu subis quasiment un match sans point ni coup sûr, puis que 3-4 jours plus tard, tu frappes juste comme 2-3 coups sûrs dans un autre match, puis c'est contre les White Sox de Chicago. C'est beaucoup trop d'inconstance pour un club qui veut accéder aux séries éliminatoires, surtout dans une division là, qui est tough en ce moment. Oui, c'est dur de voir la lumière au bout du tunnel pour les Blue Jays. On est à 10 ou 11 matchs de la tête déjà. Puis l'écart risque de se creuser encore avec les Yankees et les Orioles en tête de la section. Ouais. Donc, ça va être très difficile de revenir. Puis dans l'exemple que tu mentionnais avec les Dodgers, c'est justement ce genre de transaction-là qu'il faut conclure. Des joueurs qui sont soit déjà dans le baseball majeur ou qui sont très près d'y arriver. Ouais. Qui ne sont pas des joueurs de 20 ans qui sont dans le A, qui, oui, ont beaucoup de potentiel, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va être dans 3 ans. On ne doit pas aller dans cette direction-là du côté des Jays. On doit avoir quelque chose de concret en retour de nos vedettes, mais on va avoir des décisions déchirantes à prendre. Si on y va juste avec nos joueurs de location qui deviennent joueurs autonomes à la fin de la saison, ça veut dire qu'il faut essayer de gagner l'an prochain parce que c'est notre dernière chance de gagner. Puis là, il va falloir faire des mouvements de personnel durant l'hiver, puis ça va en prendre plus qu'un. Ça va en prendre plus qu'un, puis surtout, tu sais, dans les dernières années, Toronto était une destination qui était intéressante. Là, tu signerais-tu à Toronto? Tu sais, Ben non, je signerais pour un an. Ben, Tu ne peux pas signer pour tu sais, plus qu'un an. Il n'y a rien, il y a aucun avenir après un an. scénario hypothétique, OK? Le conflit de travail qu'il y a eu il y a 2 ans dure 3-4 semaines de plus finalement. Tous les joueurs perdent 3-4 semaines de plus de temps de service. Shohei Ohtani ne peut pas devenir agent libre l'hiver passé, il devient l'hiver prochain. Je te garantis que les Blue Jays ne sont pas un finaliste. Là. Non, c'est vrai. Il ne serait pas dans un avion, tu penses? Il serait dans un avion, mais Et pas pas en vers direction trois. de Toronto, ouais, c'est ça. Euh, Il y a mon père ici qui a marqué comme commentaire, il faudrait que le quatrième frappeur de l'alignement frappe avec le fameux home run jacket là, qui est de retour. Hier, Bobichette qui a été le premier joueur des Blue Jays cette saison. Tu sais, là, ce qu'on appelle le clean-up, là, celui dont la job est Oui. de vider les sentiers, là, ben, c'était pas encore arrivé. Fait que là, c'est finalement arrivé hier. Ça a C'est pris Beau l'effet du. Bichette au 4e rang. Oui, oui, c'est ça. Puis il frappait derrière Vladimir, fait que les petits génies Oui, avaient raison. oui, oui, c'est ça. Il y a Alexandre ici qui nous tient au courant, qui nous dit que Vogelbach vient de passer à un pied de la sacrée de l'autre bord. Ça a donné un simple vu sa vitesse de course. Donc, merci de nous le dire parce qu'il y a eu des problèmes techniques à Sportsnet là, pour ceux qui regardaient le match. Là, on ne pouvait pas voir l'entièreté de la partie, ce qui est peut-être aussi bien dans les circonstances. Oui. Mais Simon qui nous mentionne ici que dans l'Est de l'Américaine, la fenêtre n'est pas ouverte longtemps. C'est comme tu l'as bien résumé tantôt, là, dans le fond, là, les Orioles et les Yankees, c'est surtout les Orioles là, qui sont là pour rester. Puis pendant ce temps-là, ben, tu as les Blue Jays qui vont avoir 65% de leur alignement qui va être libre d'ici 2 ans. C'est pas tout le monde qui va revenir. Donc, ce ne sera pas très, très simple à ce niveau-là. Autre mise à jour sur le match, Varsho vient de s'en occuper, donc Vogelbach n'a pas eu à courir trop vite. David qui nous mentionne ici que dans le cas de Romano, il est temps de passer à d'autres choses et de profiter du retour. Son étoile qui parlait beaucoup depuis 2 ans, mais il y a encore une valeur. Comment tu vois cette situation-là avec Jordan Romano, qui est un gars de la place, qui est un gars de Toronto, mais qui a de plus en plus de difficultés à finir les matchs quand même? Est-ce que tu penses que les Blue Jays seraient aussi bien, peu importe ce qu'on décide de faire, de l'échanger, puis si tu décides de pousser pour les séries, de donner le rôle de closer à Yimi Garcia, puis si tu décides de vendre, ben, tu échanges Yimi Garcia. C'est comme ça que tu le ferais ou tu crois encore que Jordan Romano peut être un homme de la situation du côté des Blue Jays? Ben, ça dépend à quelle avenue on va emprunter. Si on est en train de vider, ben aussi bien le faire avec Romano. Puis j'ai l'impression que sa valeur va être le plus élevée avec une équipe qui a déjà son closer.
qui n'ira pas le chercher pour le mettre en 9e marche, mais peut-être pour le mettre en 7e ou en 8e derrière un closer qui est déjà établi pour ajouter de la profondeur. C'est peut-être là que l'équipe va payer un petit peu plus parce que probablement que si tu as déjà ton closer, tu es une équipe qui est bien nantie, qui risque de se rendre loin, qui veut se rendre jusqu'en série mondiale. Donc, s'il y a une de ces formations qui cogne à la porte et qui est prêt à offrir un gros retour, mais aussi bien y aller. Mais encore là, c'est ça. Ça dépend quelle décision on va prendre avec les autres membres des Blue Jays. Martin ici qui nous dit que les Blue Jays aiment mieux investir dans un uniforme Siliconnect que c'est leur priorité. Comme les La semaine rénovations. prochaine, oui, c'est ça. La semaine prochaine, l'uniforme Siliconnect, ça va être quand même la 27e équipe à avoir son uniforme Siliconnect. Il va y avoir les Twins aussi un petit peu plus tard en juin. Les Dodgers qui vont en avoir un deuxième parce que c'est les Dodgers. C'est ça. Puis il y a deux équipes au final là, qui n'en auront pas pour ceux qui se posent la question. Les Yankees, parce qu'ils n'en voulaient pas, parce que je suis persuadé que s'il y en avait, il aurait été parmi les premiers à en avoir. Et les Aces, pour des raisons évidentes, ça s'appelle City Connect, puis eux, ils essayent de se connecter avec 3 villes en même temps. Fait qu'ils ne méritent pas un chandail qui s'appelle City Connect. Surtout qu'on ne peut pas les appeler les Aces de Sacramento. Fait que, non, ça c'est interdit, c'est Sébastien. interdit. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire des conneries comme ça. Je veux dire, Non, John Fisher le dit, tu dois respecter sa parole. Oui. Bon, je m'en vais. Franchement. Oui, mais avec raison. Suspendu. Simon qui nous dit que c'est intéressant ce qu'on parlait là, sur la transaction hypothétique qui enverrait Bo Bichette avec les Dodgers, mais c'est un club qui s'en tire toujours sans trop payer et il les traite de petits vlimeux. Je pense que c'est dû au fait que Simon est un fan des Giants. Sûrement un lien quelconque obscur entre les deux choses. Oui, c'est ça. Selon David, Schneider devrait revenir à son trio de tête Springer 1, Bichette 2, Vlad 3, Turner 4, Varsho au 5e rang avec Jensen par la suite, avec IKF, Kiermaier et n'importe qui pour terminer au 9e rang, là, celui qui comblera le dernier poste. Es-tu d'accord avec ça ou t'aimes ça, voir les changements de voir David Schneider au premier rang puis de voir soit Danny Jensen ou Dalton Varsho qui frappe deux? Qu'est-ce que tu vois à ce niveau-là? Ben moi, la seule chose, c'est que Springer n'a pas prouvé qu'il peut remonter au premier rang. Bo Bichette, on sent que ça débloque tranquillement. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est beaucoup mieux que ce que c'était au début de la saison. Donc oui, il pourrait revenir au rang numéro 2. Mais pour ce qui est de Springer, là, il n'y a pas d'affaire à frapper premier dans cet alignement-là. Schneider le mérite. Ou on peut mettre n'importe qui d'autre qui le mériterait, mais présentement, Springer ne mérite pas de frapper au haut de cet alignement-là. Sébastien, on a parlé beaucoup des Blue Jays depuis le début. Passons maintenant à ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Ailleurs dans le baseball majeur, allons faire un petit tour, pour voir ce qui se passe un petit peu du côté des Yankees de New York. On m'indique que le fait que Aaron Judge se soit réveillé et qu'il forme un duo correct avec Juan Soto, ça terrorise un petit peu le reste du baseball majeur. Ça va bien à ce niveau-là. Le juge qui s'est relevé, c'était pas un grand doute qu'Aaron Judge allait se relever, on va se le dire. Non, c'est ça. Bon, même on l'a mentionné la semaine dernière. Le seul doute qu'on avait, c'est son état de santé. Puis là, présentement, je pense qu'il est en santé, à l'exception de sa douleur au pied, qui va devoir traîner pour le reste de sa carrière. Mais ça va très bien. Là, puis il est redevenu le juge des beaux jours qui, la minute où un lancer est échappé dans la zone des prises, ça se retrouve de l'autre côté de la clôture. Puis tu choisis ton poison. Est-ce que tu vas affronter Juan Soto ou tu vas affronter Aaron Judge? Soto a une petite période creuse. Là, il est de retour au Juan Soto qui place la balle en lieu sûr. Donc, tu dois choisir. Puis Anthony Volpe, qui a une séquence de coups sûrs, je crois qu'il est rendu à 16 matchs avec au moins un coup sûr. Donc, ça fait des coureurs sur les buts, puis ça met la pression sur les lanceurs adverses. Ça va bien du côté des Yankees, mais ce ne serait pas les Yankees s'il n'y avait pas quand même un petit peu de controverse. Juste pour le fun, juste pour faire chialer un peu. Puis Al Steinbrenner s'est dit ouais, ça va bien en ce moment. Je vais jeter une douche d'eau froide sur les partisans. Il dit écoute, le payroll en ce moment, il est dur à soutenir. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui peuvent le soutenir. On dirait que j'ai envie d'insérer le nom de Steve Cohen comme ça entre crochets. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui peuvent se permettre de soutenir un payroll comme ça parce que l'effet qu'il y ait une grosse taxe de luxe comme ça avec des grosses pénalités quand tu es aussi haut, ça devient relativement insoutenable.
là, il faut il faut faire un lien, excuse-moi, avec Juan Soto. Parce que il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon de se dire, ben, il y a des salaires qui vont sortir, puis éventuellement, ben oui, tu vas être capable de payer Juan Soto, qui gagne déjà quand même une trentaine de millions de dollars. Fait que, tu sais, s'il passe de 30 à 50 millions de dollars par saison, on va dire un montant arbitraire comme ça, ben, c'est pas une hausse de 50 parce que tu le signes comme agent libre, c'est une hausse de 20 par rapport à ce qu'il y avait l'année d'avant. Puis là, tu as des gars qui vont partir, tu peux te le permettre. Mais de l'autre côté, ça lève la question quand même, est-ce que Al Steinbrenner vient de se trouver une porte de sortie pour dire on a essayé de le signer, Soto, là, mais tu sais, c'est un gros payroll quand même. Pour toi, c'est ça? C'est-tu le début d'une porte de sortie? Ben, je pense que oui, parce qu'on n'entendait pas ce genre de discours-là quand Aaron Judge était sur le point de signer son contrat. On entendait, on n'a pas le choix, c'est notre joueur de franchise, on veut le ramener à New York, etc., etc. Là, déjà, on est au mois de mai, puis on parle de réduire la masse salariale. Ça me fait toujours rire. On imprime de l'argent à New York. C'est incroyable les revenus que cette franchise-là peut générer. Mais le problème, si c'était seulement Steinbrenner, je pense que ça ne lui dérangerait pas. Mais on a un conseil d'administration qu'on doit satisfaire, on a des poches à remplir. Donc, c'est dans ce sens-là que ce n'est pas viable parce que personne ne va me faire croire que les Yankees de New York ne sont pas viables, même avec un payroll de 300 millions de dollars. Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'on veut y aller. Mais oui, c'est une porte de sortie parce que si tu as mentionné le nom de Steve Cohen, si Cohen décide que Juan Soto termine sa carrière dans l'uniforme des Mets, ça va être dur à égaler comme offre. Puis là, ben, Steinbrenner pourra sortir et dire on a tout tenté, mais on ne pouvait pas le signer étant donné qu'on a déjà un payroll très élevé. Est-ce que selon toi, il y a une possibilité que ce soit, tu sais, on sait que les deux parties veulent commencer à négocier, on s'entend, il n'y aura pas de prolongation de contrat qui va se signer avant qu'il devienne agent libre. C'est pas la méthode Scott Boras, puis il a refusé plusieurs énormes prolongations de contrat avec les Nationals, avec les Padres, avec les Yankees, peu importe l'équipe. Il va devenir agent libre, même s'il aime jouer à New York. Penses-tu que il existe un monde où Al Steinbrenner le sait que Juan Soto veut vraiment, vraiment, vraiment jouer avec les Yankees, puis qu'il essaye un peu de baisser les attentes dans sa tête en disant publiquement ouais, mais on veut baisser notre payroll. Ça ne veut pas dire on n'a pas d'argent à te donner, mais ça peut peut-être vouloir dire ben écoute, demande pas la Lune au grand complet. Là. Demande un 85-90% de la Lune, mettons. Là. Tu vois ce que je veux dire? Penses-tu que ça peut être un scénario un peu comme ça? Parce qu'il y a une partie de moi qui se dit Al Steinbrenner, c'est un homme d'affaires quand même accompli. T'sais, on peut aimer ou ne pas aimer certaines de ses décisions. Il sait quand même ce qu'il fait. Il est bien conseillé. Il est bien entouré à New York. Moi, je me dis, s'il a dit ça, il y a quelque chose derrière la tête. Il n'a pas juste dit ça pour enrager les partisans. C'est impossible. Non, c'est impossible aussi dans le sens que c'est sorti de nulle part. Il n'y a personne qui peut demander d'aller dans ce sens nécessairement. Ce n'était pas nécessaire de sortir au mois de mai puis de parler de la masse salariale des Yankees et par le fait même de Juan Soto. Oui, probablement qu'il y a un petit peu de stratégie derrière ça. Par contre, il ne va pas falloir, s'il ne veut pas que Juan Soto demande la lune, il ne va pas falloir que Steinbrenner est de l'autre côté puis qu'il lowball Juan Soto parce que Soto va se tourner de côté puis il va faire ciao, bye, mon cowboy. Moi, je m'en vais voir ailleurs. L'offre des Yankees, la première offre doit débuter par un 5 parce que si elle débute par un 4, c'est probablement terminé. Tu dois commencer à afficher tes couleurs, montrer que tu veux garder Soto à New York. Puis ça a été dangereux avec Aaron Judge. La première offre qu'on a fait à Judge, là, c'était ridicule. Puis on pensait le garder à New York en lui faisant une offre de fantaisie. Puis on est passé très près de le perdre pour les Giants ou une autre équipe. Donc, on ne doit pas faire la même erreur avec Juan Soto. Puis j'ai de la misère à m'imaginer les Yankees sans Juan Soto à long terme, dans le sens que c'est un fit parfait dans le Bronx présentement. Il comble plusieurs besoins chez les Yankees et si les Yankees le perdent, ça risque d'être difficile dans les saisons à venir parce qu'il est trop difficile à remplacer à tellement de points de vue que ça va prendre 4-5 joueurs pour faire un Juan Soto, mais si tu ne veux pas augmenter ta masse salariale, mais c'est impossible de combler toutes ces choses-là.
Ça va être dur à suivre. Moi, ce que je me demande, ceci dit, mais ce sera un problème pour plus tard, là, mais c'est si tu le signes à un moment donné, tu places où Aaron Judge? Mais ça, c'est une question qu'on avait de toute façon durant la saison morte. Mhm, On en parlait un petit peu ce matin, là, on s'est jasé un peu. mhm. Tu sais, Juan Soto va rester dans la droite. Les Yankees ont vraiment l'air de ne pas vouloir envoyer Aaron Judge dans la gauche. On sait qu'il ne sera pas un voltigeur de centre à long terme. Oui, il y a la position de frappeur de choix éventuellement, mais penses-tu que les Yankees vont vraiment apprendre à Aaron Judge à jouer au premier but? Parce que, tu sais, si tu as un Soto dans la droite, puis que tu as un Jason Dominguez éventuellement qui prend sa place au centre, Aaron Judge, ça permettrait d'enlever un petit peu de poids sur ses épaules en ayant une position défensive moins compliquée pour lui permettre justement de rester en santé en fin de carrière, de garder son coup de bâton, parce on va se le dire, c'est la raison pour laquelle il est là. On sait que des fois, il s'entraîne au premier but. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que les gars s'entraînent à peu près à toutes les positions là, dans le baseball majeur. Mais penses-tu qu'il existe un monde où si Soto revient, on demande à Aaron Judge s'il est capable un peu plus de jouer au premier but? Maintenant, on va le mettre à l'arrêt-court, comme Mookie Betts. C'est vrai. Non, mais plus sérieusement, si Bryce Harper le fait, pourquoi Aaron Judge ne serait pas capable de le faire? Puis on a Anthony Rizzo qui a une option de club au terme de la prochaine saison, de la présente saison. Donc peut-être qu'on va perdre Anthony Rizzo. Oui, on a un DJ LeMahieu qui peut prendre le poste au premier coussin, mais il ne le fera pas à tous les soirs non plus. Donc on a peut-être la possibilité de préparer le terrain avec un Aaron Judge au premier but pour prendre quelques répétitions. Puis je suis sûr que c'est tout un athlète, Aaron Judge. Je suis sûr qu'il serait capable de faire le travail au premier coussin, comme Bryce Harper le fait. Donc, c'est une possibilité. Il ne faut pas l'écarter. Un gros bonhomme aussi. Hein, on aurait une grosse Ah ouais. cible au premier but. Le risque de blessure qui diminue. Donc, pourquoi pas? C'est là que je m'en allais un peu. Ça fait petite ligue là, de dire ah ben il y a une grande échalote, on Oui, ne sait pas c'est trop ça. la mettre, on va le stationner au premier but. Puis comme ça, si on a un troisième but qui a un bras un petit peu volatile, disons-le comme ça, ben ça lui donnera un petit peu plus de chance. Le fils du Euh, coach qui lance, le plus petit à l'arrêt-court ou au chancentre. ouais, Ça ouais. marche, ça marche. J'étais le plus petit dans le temps, je te le dis, c'est chansante. C'est ça. Deuxième but, j'avais pas le bras pour jouer à l'arrêt court. Ouais. Juan Soto avec les Mets, nous dit Martin. J'imagine que la réaction que ça ferait s'il perdait un gars comme Pete Alonso. Je me demande ce serait quoi la réaction justement chez les Mets si tu te dis d'un côté, tu perds Pete Alonso, mais de l'autre, tu as Juan Soto qui arrive. Tu sais, on sait que Juan Soto est un meilleur joueur que Pete Alonso, mais Pete Alonso, il est apprécié aussi là, à New York. Là. Ça va être un hiver très, très, très curieux pour deux gars qui sont représentés par. C'est quoi déjà le nom de leur agent? Là? Il me semble qu'il est vorace un peu. Là. Oui, oui, Scott. Scott Scott, hein? C'est ça. Vorace. OK. Oui, c'est ça. C'est ça. Les deux, hein, quand même. Mais quand même, il y en a Ouais, quelques-uns, ouais. lui. Hein? Ah, il y en a quelques-uns. Oui, Tous les mêmes de l'hiver passé qui ont signé un contrat d'un an et qui vont devenir oui, agent c'est libre, ça. premièrement. Oui, oui, parce que la stratégie a vraiment bien fonctionné. Oui, Oui. complètement. Euh, je veux qu'on glisse un petit mot sur Paul Skeens. Jeudi après-midi, Paul Skeens qui a effectué son troisième départ dans le baseball majeur. Un départ de qualité. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la façon dont il s'est adapté. Oui, évidemment, il a lancé fort, il y a eu des retraits au bâton, mais il n'y en a pas eu autant. Tu sais, ça n'a pas été autant le festival du je lance à 102 000 à l'heure puis je retire 7 frappeurs de suite pour commencer le match sur des prises. Il a fait confiance à sa défensive aussi. Il a été chercher son départ de qualité, 6 manches lancées, 1 point mérité. Tu sais, éventuellement, on va lui demander peut-être de lancer des 7-8 manches et d'aller chercher des 10 retraits au bâton. En ce moment, il se trempe les pieds dans le baseball majeur. C'est parfait ce qu'il vient de faire là. C'est parfait. Oui, exactement. Puis il n'y a pas besoin de trop forcer non plus. La différence entre ces deux départs, c'était son contrôle. Il était capable de contrôler ses lancers beaucoup mieux que lors de son premier départ. Puis on peut le comprendre, là, c'était la journée Paul Skeens dans le baseball majeur, Oui. sa première sortie, la pression et tout. Mais là, il est revenu à la base, il est revenu à ce qu'il faisait dans les mineurs. Puis s'il continue à faire ça dans les majeurs, premièrement, peut-être qu'il va sauver son bras parce que, tu sais, à force de lancer à cette vélocité-là, bien, Ah on ouais. s'attend à un Tommy John un jour ou l'autre. Peut-être qu'il pourra le retarder en utilisant ses lancers de meilleure façon. Puis présentement, bien, les frappeurs adverses ne trouvent pas bien de solution. C'est sûr qu'au fur et à mesure où on va voir Paul Skeens sur le monticule, on va s'adapter du côté des frappeurs, mais lui aussi peut s'adapter de son côté. Sébastien, dans les prochaines minutes, on va aller là, éventuellement à la période des questions. Là, je vois qu'on a Martin là, qui nous a reposé une question là, que je trouve intéressante là, sur Pete Alonso, justement, puis c'est des endroits potentiels où il pourrait aller. On y répondra dans la période de questions. S'il y en a qui ont d'autres questions aussi, n'hésitez pas à nous les poser.
Mais en attendant, on a un petit dernier sujet là, qu'on voulait traiter avant de se rendre jusque-là. C'est concernant Abraham Taureau. Abraham Taureau là, qui roule très bien depuis le début du mois de mai. En fait, c'est un des bons frappeurs du baseball. Depuis le mois de mai, il arrive à placer la balle en lieu sûr. Moi, je pense qu'il se prend pour Luis Arraez. En fait, là, je pense que c'est ça. Là, je veux pas exagérer. Là, je pense qu'il se prend pour Luis Arraez. Faire sa part sérieusement, c'est intéressant de voir que, on disait de cette transaction-là, il faut qu'il en profite pour se dire, regarde, je suis dans probablement le pire marché en ce moment du baseball majeur. Il n'y a pas de vétérans ou à peu près, mais il y a de la place. Puis si je veux prendre une place, je suis capable de le faire. Le fait qu'il est un frappeur ambidextre, le fait qu'il est un joueur défensivement polyvalent, peut jouer à plusieurs positions dans l'avant-champ. Je suis sûr qu'il peut dépanner dans le champ extérieur aussi. Là, il a déjà fait, je pense, une fois à Seattle, si je ne me trompe pas. Mais c'est un gars qui peut avoir quand même plusieurs rôles, plusieurs utilités. Puis il le démontre depuis le début de la saison. Oui, il domine au mois de mai pour les coups sûrs. C'est pas rien, là. Puis, il a pris le côté positif d'aller avec les Aces d'Oakland. Oui, c'est le pire marché de la MLB, mais tu as l'occasion de faire ta place dans le baseball majeur. C'est ça qu'il est en train de faire. Puis, juste une petite parenthèse, mais Abraham Taureau à Toronto, il me semble que ce serait un bon fit. Premier frappeur, deuxième coussin, 2 trous chez les Blue Jays, pourrait combler les deux. Un Canadien, Québécois, avec les Jays, il me semble qu'il n'y a rien qui cloche. Là. Non, on s'entend, puis il ne gagne pas beaucoup. C'est pas une Non, question de. Il n'y aurait pas de question de salaire, mais non. la question est intéressante, autant avec les Blue Jays, mais si on pousse ça plus à l'échelle de la MLB aussi, je suis persuadé qu'il y a des équipes qui vont regarder ce profil-là, puis sans nécessairement dire je vais vider mon système d'espoir pour aller chercher, te dire c'est le genre de gars qui peut être intéressant pour se rendre dans une run aux séries parce que dans toutes les bonnes équipes, il y a des gars qui se blessent, il y a des gars qui ont des léthargies, il y a des gars qui arrivent 8 millions d'affaires. Ne serait-ce qu'un congé de paternité ici et là, tu as besoin d'un gars pour 3-4 jours. Il y a tellement de trucs qui se passent dans une saison de baseball que la profondeur, tu le sais comme moi à quel point c'est important. Mais je pense qu'Abraham Taureau est un gars de la façon dont il joue présentement. S'il est capable de transposer ça dans un rôle de joueur de banc au sein d'une équipe des séries, je suis persuadé qu'il peut avoir un bon rôle. En plein ça. Puis tu as parlé de léthargie. Abraham Taureau ne fera pas ce qu'il fait présentement toute la saison. Il va avoir une léthargie à un moment ou à un autre, Ouais. mais ça ne lui enlève rien à ce qu'il est en train de démontrer présentement. Il est en train de montrer à la planète baseball qu'il peut faire, il peut placer la balle en lieu sûr sur une base régulière. Il peut le faire dans un rôle de premier frappeur. Peut le faire, oui, c'est dans une équipe qui tire de la patte, qui va se retrouver en fin de classement à la fin de la saison, mais il fait contre des équipes qui ne sont pas faciles à affronter. Donc, il pourrait certainement aider une équipe qui veut se rendre loin et qui a besoin de profondeur dans sa formation. Ça fait 2 Québécois cette année là, qui s'installent avec une nouvelle équipe puis pour qui ça fonctionne bien. Otto Lopez aussi, qui a beaucoup de succès depuis qu'il est arrivé à Miami. On faisait des jokes de Luis Arraez tantôt, mais lui, il l'a remplacé pour vrai. C'est rendu le deuxième but partant de l'équipe, puis il frappe pour presque 300. Je veux dire, c'est pas Luis Arraez, là. On ne se rend pas de cachette, mais dans l'optique où les Marlins n'ont rien acquis pour remplacer présentement Luis Arraez, c'est probablement le meilleur scénario duquel ils pouvaient espérer. Là. Oui, puis dans l'optique où ils n'ont rien à gagner, puis ils ne veulent pas gagner non plus, d'avoir un gars qui frappe, puis qui. Tu sais, veut pas, ça donne le ton avec les autres joueurs qui sont dans cette équipe-là. Puis le but des Marlins, c'est probablement de les échanger, les autres joueurs autour d'Otto Lopez, parce qu'on veut avoir, on le sait, on est en reconstruction, donc on va avoir un bon retour. Donc, si les joueurs autour d'Otto Lopez performent, bien, le retour va être plus grand. Donc, on est mieux avoir une bonne ambiance, puis au moins gagner quelques matchs, puis d'avoir ce genre de joueur-là qui performe, bien, ça comble le vide qui a été laissé par Arraez. Sébastien, maintenant que ça c'est derrière nous, préparons-nous à aller à la période de questions. Période de questions qui commence avec le commentaire ici de Martin qui nous dit Pete Alonso, si ce n'est pas avec les Mets, à quel endroit il pourrait se retrouver? L'an passé, il y a eu des rumeurs au niveau là, de la centrale de la nationale. Il y en a qui parlaient des Brewers, il y a le nom des Cubs qui est revenu aussi. Moi, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a 2 façons dont je vois cet aspect-là. Un, c'est la période des transactions en tant que telle, où il n'y a pas vraiment de contrôle. Il va être échangé pour finir l'année là où son équipe lui dira.
mais il y a aussi où est-ce qu'il peut se retrouver à long terme. Puis ça, c'est lui qui décide parce que c'est lui qui va poser encre sur papier. Donc, y a-tu des endroits, toi, que tu dis, ouais, un Pete Alonso, il me semble que je le verrais dans cet uniforme-là si c'est pas celui des Mets de New York? Ben, si on parle de la prochaine période de transaction ou date limite des échanges qui s'en vient, pourquoi pas les Rangers du Texas? Est-ce que Nathaniel Lowe est la solution au premier coussin? Les Rangers qui ne vont pas très bien par les temps qui courent, mais qui ont la formation pour répéter leurs exploits de l'an dernier, surtout avec les lanceurs qui vont revenir progressivement au jeu, qui sont sur la liste des blessés. Donc, de combler ce genre de vide-là qu'on a au premier coussin, ça pourrait survenir dès cette saison. Mais par contre, je ne vois pas un Pete Alonso re-signer avec les Rangers. On le sait qu'on a, je ne dirais pas des problèmes financiers, mais avec les contrats de télévision, on n'est pas prêt à dépenser beaucoup. Donc, je ne le verrais pas revenir. Et c'est là que peut-être justement les Cubs de Chicago, qui eux sont capables de mettre l'argent sur la table, puis qui dans les prochaines années vont arriver dans leur fenêtre pour gagner. Mais là, ça serait peut-être le temps d'ajouter un Pete Alonso. Moi, si on parle date limite des transactions, les Astros aussi, peut-être de Oui. l'autre côté du Texas, qui pourrait être une possibilité, avec le trou qui est au premier. Puis surtout, il y a des rumeurs qui lient Guerrero là en raison des problèmes avec leur premier but actuel aux Abreu, là, qui est encore dans les mineurs au moment où on se parle. Mais un Guerrero est sous le contrôle pour l'an prochain aussi. Puis Alonso, ça peut être plus vraiment une solution à court terme. Puis après, tu vois si tu veux continuer avec Abreu ou quoi que ce soit. Ça pourrait être une possibilité. Est-ce que les Mariners pourraient aller le chercher comme un quick fix? C'est peut-être aussi. À long terme, une équipe que je vois, Martin, qui pourrait peut-être aller chercher Pete Alonso, ou du moins qui va s'essayer, c'est les Giants. Les Giants se cherchent des gros noms, se cherchent des vedettes, se cherchent des gars qui frappent. Cet hiver, ça a un petit peu plus fonctionné, mais on voit qu'il manque encore un petit peu de gaz de cette recette-là. Est-ce que d'essayer de mettre la main sur Pete Alonso, ça pourrait être une possibilité? Je pense que oui. Puis, tu sais, Sébastien, on fait bien des jokes avec Scott Boras, mais il a signé quand même 3 clients avec les Giants. Puis, on sait que c'est un gars qui se clique un peu comme ça. Tu sais, quand il n'y a pas de gars qui signe avec les Blue Jays, il avait parlé du Blue Flu, puis là, après ça, ils ont signé une John Ryu, puis c'était devenu leur meilleur ami, puis il y avait repêché Austin Martin. Puis, il y a des gars qui ont commencé à aller là un petit peu plus. J'ai l'impression que ça peut être cyclique aussi. Puis là, présentement, de la façon dont ils ont agi, en signant Blake Snell, en signant Matt Chapman, en signant John Woolley, ben, tu te mets un Scott Boras de ton bord. Puis si Scott Boras pousse, ben, ça se peut qu'ils disent, ben, regarde, la Californie, c'est le fun. Peut-être. Donc, moi, je vois peut-être les Giants de San Francisco être dans ce double-là. Oui, c'est vraiment pas fou parce que quand les liens sont déjà établis, oui, tu peux peut-être aller chercher un Alonso, mais on le sait, les joueurs que Boras a signés, c'est à court terme. Fait que c'est peut-être que ça pourrait les pousser à re-signer à San Francisco. Puis là, l'engrenage est enclenché. Sinon, je vais te dire les Dodgers. Je sais qu'ils ont un premier but, je sais qu'ils ont un frappeur de choix, mais avec eux, tout est possible. Pourquoi pas? Mais non, sérieusement, ce ne sera pas les Dodgers. Mon père qui nous demande ici, qu'est-ce qui se passe avec les Reds de Cincinnati? Les Reds qui sont au dernier rang de cette division-là avec une fiche de 20-30. Ça avait bien commencé pour eux. Est-ce que tu vois, Sébastien, un certain un manque d'expérience qui commence à transparaître un petit peu plus? Est-ce que tu te dis, ouais, finalement, peut-être que signer Jamal Candelario, c'était peut-être pas assez? Je sais qu'ils ont quand même quelques lanceurs qui ont signé là-bas. Ils ont connu quand même une relativement belle saison morte pour les standards des Reds de Cincinnati. Mais ouais, depuis le début de la saison, c'est quand même assez difficile là, pour une équipe qui cognait aux portes des séries l'an passé, puis qu'on s'est dit, mon Dieu, ils vont être en série, ce club-là, puis ça va bien. En ce moment, c'est pas ce qu'on voit. Là. Non, du tout. Puis il y en a plusieurs. Je sais pas si un MLB qui les avait placés au premier rang de la division. Allô? Mais tu sais, un peu par défaut, parce que c'était une division qui était plus faible, mais quand même. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être on est arrivé trop vite l'an dernier. Oui, on manque d'expérience, puis là, tout allait bien dans le meilleur des mondes. On n'avait pas de pression, mais là, il faut répondre cette année. On a de la pression. Certains nous placent au premier rang. On doit performer. On a fait des acquisitions. Là, c'est peut-être un petit peu trop pour les joueurs qui sont en place. Je pense qu'il faut laisser aller le processus je dis pas de reconstruction, mais plutôt de construction. On est en train de construire une bonne formation, mais elle n'est pas encore rendue. Donc, c'est des choses qui sont normales. Un creux de vague avec des jeunes joueurs, ça va arriver. Si c'est arrivé, ça va arriver encore. Il faut juste le surmonter puis apprendre de cette situation-là.
Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Ça a été un plaisir de parler de baseball comme ça avec toi. Merci aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous lisent sur le passionmlb.com, qui écoutent le podcast, là, que ce soit en live sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube les jeudis à 20h, ou que ce soit ceux qui nous écoutent sur toutes les autres bonnes plateformes de podcast, Sébastien. Partout, c'est ça, exactement. Sur toutes les bonnes plateformes et sur notre site internet passionmlb.com où on a les épisodes du podcast, mais également nos articles qui se collent à l'actualité du baseball, plusieurs articles par jour. Donc, si vous voulez rien manquer sur le baseball majeur, c'est là que ça se passe. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine de baseball et on se retrouve la semaine prochaine.